Aujourd'hui, nous allons décrire les instruments de corrélation, et en particulier les First to Default et les Collateralized Debt Obligations, les fameux CDO. Alors tout d'abord, les First to Default. Les instruments que nous avons vus jusqu'à présent, les obligations, les prêts, les CDS, ne sont sensibles qu'aux risques individuels de chaque émetteur de dette. Il existe d'autres instruments dits structurés qui référencent en revanche un portefeuille d'instruments de dette et qui sont sensibles à la fois aux risques individuels, mais aussi au niveau de corrélation entre les dates de défaut. L'exemple le plus simple est le First to Default ou FTD. Un First to Default est un swap de défaut au même titre qu'un CDS single name, mais pour lequel l'événement de crédit est déclenché par le premier défaut survenant sur un portefeuille de référence. Le portefeuille de référence d'un First to Default est composé d'un nombre assez faible d'entités de référence, que nous noterons par la suite N, qui est généralement compris entre 5 et 10. L'acheteur de protection paye une prime trimestrielle au vendeur de protection jusqu'à maturité du contrat, sauf si un défaut intervient entre-temps sur le portefeuille de référence. À la date de défaut, le vendeur de protection paie le flux de jambes de protection pour un montant égal à 1 moins R, où R est le taux de recouvrement et où le swap a un notionnel égal à 1. La probabilité de survenance d'un défaut sur le panier de référence est bien sûr d'autant plus forte que les risques individuels sont élevés. Mais le First to Default est également un produit de corrélation, car la probabilité d'avoir au moins un défaut sur le portefeuille est d'autant plus élevée que la corrélation des risques individuels est faible. Alors plaçons-nous dans le modèle à intensité constante et nous appellerons lambda i l'intensité de défaut de l'entité de référence numéro i. La probabilité de survie de chaque entité de référence du panier à la date t est donc donnée par la fonction exponentielle. SI de t égale exponentielle moins lambda i fois t. Dans le cas de l'indépendance des dates de défauts individuels, la loi de la date taux du premier défaut sur le portefeuille s'obtient en multipliant les fonctions de survie entre elles sur les noms sous-jacents au panier. La fonction de survie du portefeuille est donc également exponentielle, c'est-à-dire que la probabilité que taux soit supérieur ou égal à t est égale à l'exponentielle de moins la somme de i égale 1 à n de lambda i fois t. Le FTD, dans le cas indépendant, se ramène donc au cas d'un CDS single name, mais ayant une intensité de défaut égale à la somme des intensités de défaut individuelles du panier. Le spread de ce First to Default est donc égal à la somme des lambda i fois 1 moins recovery, 1 moins R. Si le paramètre de corrélation ρ est en revanche égal à 1, que se passe-t-il? Le nom ayant l'intensité de défaut la plus élevée fera défaut en premier. Les dates de défaut seront ordonnées par ordre décroissant des intensités de défaut. Alors dans ce cas, le contrat de FTD, le First to Default, est donc équivalent à un contrat de CDS single name dont l'entité de référence serait le nom le plus risqué du panier. Alors on peut en déduire des bornes d'arbitrage sur les spreads de First to Default. En effet, l'acheteur de protection First to Default n'est couvert que contre le premier défaut. Il est donc moins couvert que s'il achetait la protection sur tous les noms du panier de référence. En conséquence, le spread du First to Default est inférieur à la somme des spreads des noms du panier de référence. D'autre part, il est plus risqué de vendre la protection via un First to Default que sur n'importe lequel des noms du panier de référence, et en particulier sur le plus risqué d'entre eux. Ainsi, le spread du First to Default est donc supérieur au spread du nom le plus risqué. Et nous obtenons donc la relation d'arbitrage ci-contre, c'est-à-dire que le spread du First to Default est inférieur à la somme des spreads individuels et est supérieur au spread le plus élevé du panier. Alors une règle du pouce fournit des ordres de grandeur typiques pour le spread du First to Default dans de nombreuses parties de l'espace des paramètres. Pour épater vos amis dans les dîners mondains, eh bien voilà, le spread du First to Default est environ égal à 2/3 de la somme des spreads du panier de référence. Passons à présent au cas des CDO. CDO, c'est le sigle pour Collateralized Debt Obligation. Il s'agit d'obligations émises par une société dédiée, appelée le Special Purpose Vehicle, ou SPV, dont le remboursement est adossé au flux payé par un portefeuille d'actifs.
Ce SPV est monté dans un but spécifique, unique. Il émet des obligations et achète des actifs qui sont appelés le collatéral. Le SPV affecte tous les flux que dégagent les actifs, les flux d'intérêt, de principal, au remboursement du principal des obligations émises au passif et au paiement des intérêts selon des règles de priorité strictes appelées la waterfall. Observons le schéma ci-contre. Le bilan du SPV comprend un actif et un passif adossés l'un à l'autre. Les investisseurs dans les obligations émises n'ont pas d'autre recours que sur le collatéral. Le bilan d'un tel SPV est semblable à celui d'une banque spécialisée qui aurait un seul type d'instrument de dette à son actif et se financerait par émission de dette equity, de dette mezzanine et de dette senior. On parle de tranches de CDO pour chacune de ces dettes. À noter que la notion de dette equity ne signifie pas que la première tranche est une action. Il s'agit bien d'une obligation, elle verse des coupons et non pas des dividendes, mais elle se situe dans la partie la plus risquée ou subordonnée de la structure de capital du SPV. Chacune de ces tranches est éventuellement notée par une ou plusieurs agences de notation. Selon la waterfall, tous les flux venant des actifs sont alloués prioritairement aux investisseurs seniors, puis ensuite aux mezzanines et enfin aux investisseurs equity. Prenons un exemple concret. Comme illustré par le schéma ci-contre, les différentes tranches émises n'ont pas un risque équivalent. Supposons que le SPV a acheté des actifs pour un montant, disons, de 100 et a financé cet achat en émettant 3 tranches de dette. Une dette senior pour un montant de 85, une dette mezzanine pour un montant de 10 et une dette equity pour un montant de 5. Si le collatéral vaut 100 ou plus à maturité, on peut alors rembourser les 3 investisseurs, senior, mezzanine et equity, et les pertes sont alors nulles sur les 3 tranches. Si le collatéral vaut 98, parce qu'il y a eu des défauts, on peut rembourser les investisseurs senior et mezzanine, mais on ne peut donner que 3 à l'equity, qui perd donc le montant de 2. Si le collatéral vaut 95 seulement, l'equity ne récupérera alors rien. Si le collatéral vaut encore moins, disons 90, on pourra rembourser le senior, mais on ne pourra donner que 5 aux mezzanines, qui perd donc 5. Enfin, si le collatéral vaut moins de 90, eh bien on ne pourra pas rembourser le senior en intégralité, et la mezzanine et l'equity ne récupéreront rien. Ceci est un exemple de ce qu'on appelle la waterfall de principal, qui définit les ordres de priorité de paiement en faveur du senior, puis du mezzanine et enfin de l'equity. Il existe une waterfall similaire pour les flux d'intérêt. Nous remarquons que le payoff des différents investisseurs sont exactement les mêmes que ceux dans le modèle de Merton. Modèle de Merton que nous avons vu dans une vidéo précédente. Alors l'investisseur equity détient un call sur la valeur des actifs, la mezzanine détient un call spread et le senior détient un 0 coupon moins un put. Chaque tranche du CDO est définie par un point d'attachement et un point de détachement. Le point d'attachement correspond au montant de perte sur le collatéral en dessous duquel la perte sur la tranche est nulle, et le point de détachement correspond au montant de perte sur le collatéral au-delà duquel l'investisseur dans la tranche ne récupère rien. Dans l'exemple précédent, la tranche mezzanine a un point d'attachement à 5% et un point de détachement à 15%. Alors à l'instar des first to default, le risque sur les tranches de CDO dépendent de manière non linéaire du nombre de défauts sur le collatéral, et donc de la corrélation entre les défauts. Les CDO sont donc des produits de corrélation. Pour l'investisseur equity, une corrélation élevée est une bonne chose, car la probabilité d'avoir 0 défaut sur le panier est plus élevée. Lorsque la corrélation augmente, le risque equity diminue, et donc le prix de l'obligation equity augmente. La tranche equity est donc longue en corrélation. Pour l'investisseur senior, à l'inverse, une corrélation élevée signifie une probabilité d'avoir des pertes en nombre plus élevé sur le portefeuille de référence, et donc un risque que le principal de la tranche senior ne soit pas remboursé en intégralité, et ce risque est plus élevé lorsque la corrélation est plus élevée. La corrélation de crédit augmente, le risque de la tranche senior augmente, et le prix de l'obligation senior baisse.
on dit que la tranche senior est courte en corrélation. Les tranches mezzanines étant une combinaison de positions longues et courtes de tranches equity, les tranches mezzanines sont donc plus ou moins neutres en corrélation selon le positionnement de leurs points d'attachement et de détachement. Alors, en résumé, qu'avons-nous appris? Tout d'abord, que les first to default et les CDO étaient des produits de corrélation, c'est-à-dire que leur valeur de marché dépend non seulement des spreads de marché individuels sur le panier de référence, mais aussi du niveau de corrélation des défauts. Ensuite, que la structure de capital des CDO était identique à celle d'une entreprise finalement normale, comme détaillé lorsque nous avons vu le modèle de Merton. La même vision optionnelle s'applique donc pour les tranches de CDO. Enfin, les CDO sont aussi des produits de corrélation. Une tranche equity de CDO est longue en corrélation et une tranche senior est courte en corrélation.